Chapitre et le visiteur de Baker Street C. Était une soirée londonienne froide et brumeuse, lorsqu'un coup inattendu à notre porte de Baker Street annonça l'arrivée d'un visiteur dont la présence allait déclencher des événements si singuliers et troublants que même ma modeste expérience en matière de criminalité et de déduction me parut insuffisante pour les comprendre pleinement. Holmes était engagé, comme à son habitude, dans l'une de ses expériences privées, une petite démonstration chimique impliquant la délicate combinaison de poudre dont il ne révélerait pas encore les fonctions lorsque l'appel interrompt notre paisible vie domestique. « Ah, Watson !» murmura-t-il, ses yeux perçants brillant sous l'ombre de son chapeau. « Il semble que la ville nous apporte une nouvelle énigme, qui vienne troubler notre calme habituel. Je vous en prie, accueillez ce visiteur avec courtoisie, mais réservez toute conjecture jusqu'à ce que j'ai eu le temps d'examiner sa présentation. » J'ouvris la porte et découvris une femme d'âge mûr. Sa tenue de soie noire et de dentelle fine trahissait un raffinement qui aurait pu passer inaperçu dans le brouillard. Son visage était pâle et tiré, les traces de larmes récentes, et ses mains serraient fermement un papier plié, comme s'il contenait un secret trop précieux ou trop périlleux pour être confié à l'air. « Monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis mademoiselle Eleanor Radcliffe. Je vous prie de m'écouter, car l'affaire est urgente. Scotland Yard, tout Londres semble impuissant, et je ne connais personne d'autre vers qui me tourner. » Holmes se leva, sa silhouette dégingandée, projetant une longue ombre sur le plancher, et inclina la tête en un salut silencieux. « Mademoiselle Radcliffe, vous avez trouvé la bonne adresse. Je vous en prie, entrez et prenez un peu de chaleur. La fraîcheur du soir est difficile à supporter pour quelqu'un accablé par la peur. Watson, vous pouvez l'aider. » Je lui offris mon bras et la guidai vers le petit salon où la lampe brûlait faiblement, projetant une lumière vacillante sur le désordre familier et pourtant réconfortant de la demeure de Holmes. Des livres étaient empilés au hasard. Les instruments de ses expériences brillaient faiblement, et l'odeur de sa pipe se mêlait à la chaleur du feu. Mademoiselle Radcliffe s'affala sur une chaise, les mains jointes autour de la lettre, les yeux écarquillés d'appréhension. « Monsieur Holmes, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « voici mon mari, Sir Reginald Radcliffe. Il a été enterré il y a 3 nuits dans le caveau familial, au cimetière près de Blackthorn Lane. Mais il s'est produit quelque chose d'impossible. Chaque matin, on retrouve la tombe dérangée, et des épines épaisses, noires et anormales ont poussé sur la pierre. Je n'arrive pas à dormir par crainte de ce qui pourrait arriver. Les autorités rejettent mes supplications, attribuant cela à une farce ou à une superstition. Mais je sais, je l'ai vu de mes propres yeux, que ce n'est pas une simple coïncidence. » Le regard de Holmes s'aiguisa. Ses doigts se croisèrent tandis qu'il méditait ces paroles. « Une épine sur une tombe, » murmura-t-il, « et renouvelée chaque matin, mademoiselle Radcliffe. Un phénomène végétal, pourtant anormal dans son rythme et son caractère. Dites-moi, percevez-vous des traces d'intrusion, outre la végétation elle-même ?»« Oui, » répondit-elle en sortant le papier plié. « Le gardien a trouvé ceci, déposé sur la tombe un matin, avant que je puisse l'atteindre. Il porte un seul mot, inscrit à l'encre rouge, « Veillez ». Et quand je me suis approché, les épines ont semblé reculer, pour revenir à l'aube. Holmes prit le papier et le fit tourner délicatement entre ses doigts longs et fins. Ses yeux se plissèrent en examinant l'étrange écriture. « Vigile !» répéta-t-il doucement. « un avertissement, ou peut-être une signature. Et pourtant, mademoiselle Radcliffe, j'ai du mal à concilier le botanique et le symbolique sans une inspection plus approfondie. Nous devons visiter le site aux premières lueurs du jour. Vos yeux ont observé, mais l'observation seule ne fournit pas d'explication. La vérité, comme toujours, réside dans les détails négligés par ceux qui ne sont pas formés à la perception. » J'observais Holmes arpenter la pièce,
son esprit triant et classant déjà clairement les éléments de l'affaire: la croissance anormale, la perturbation nocturne, le message cryptique et la peur palpable de la veuve endeuillée. « Mademoiselle Radcliffe, dit-il enfin, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour découvrir la vérité. Il ne s'agit pas d'une affaire criminelle ordinaire, mais les principes restent les mêmes. Preuves, observations et déductions. N'ayez crainte, nous poursuivrons l'affaire avec la plus grande diligence. » La dame inclina la tête, le soulagement mêlé à une anxiété persistante. « Je vous suis infiniment reconnaissante, monsieur Holmes. Quoi qu'il en soit, je suis à votre disposition. » Holmes hocha la tête, se tournant vers ses poudres chimiques et ses notes. « Watson, prépare ton manteau. Nous nous retirerons tôt, car aux premières lueurs du jour, nous visiterons le cimetière. Et observe bien, car en ce genre de choses, le brouillard de la superstition dissimule souvent des vérités plus ordinaires, mais non moins remarquables dans leur exécution. Londres peut dormir, mais la tombe a commencé sa propre veillée, et nous devons être éveillés pour le comprendre. » Tandis que les réverbères à gaz vacillaient et sifflaient dans la brume, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un frisson d'impatience. Une autre affaire extraordinaire commençait, une affaire qui allait mettre à l'épreuve nos facultés et notre patience, et révéler les sombres intersections de la malice et du mystère humain. Dans cette pièce silencieuse de Baker Street, je pressentais que cette croissance inhabituelle sur une tombe n'était que le premier murmure d'une histoire qui s'étendait à travers les rues brumeuses de Londres, défiant à la fois logique et courage. Ainsi se termina notre première rencontre avec Miss Radcliffe, mais la nuit semblait chargée de présages, et je savais que le lendemain nous rapprocherait du cœur d'un mystère aussi sombre et épineux que la tombe elle-même. Chapitre. Yaël observation de Holmes et la leçon des érables. L'air matinal était humide et froid, le brouillard enveloppant Baker Street en longues volutes fantomatiques qui s'accrochaient obstinément aux vitres et aux bords des réverbères. Holmes, comme à son habitude, était déjà réveillé avant le lever du soleil, assis à sa petite table de travail, entouré d'instruments de chimie, de piles de papier et de divers spécimens botaniques qui, à première vue, semblaient sans rapport avec une quelconque affaire. « Watson, » dit-il en levant les yeux à mon entrée, « avant de nous rendre à Blackthorn Lane, il y a une chose qui mérite votre attention. Observez ces feuilles. » Il tenait entre ses longs doigts une petite botte de feuilles d'érable cramoisies, aux bords nets et bouclés, récoltées dans le jardin de mon ami, le professeur Arbuthnot. Un détail trivial, pourrait-on croire, et pourtant une feuille est plus riche d'enseignements que la langue d'un homme. Je pris le paquet et le tournai entre mes mains. « Holmes, allons-nous examiner des feuilles devant une tombe? J'avoue que je ne vois pas le rapport. » Ne confondez pas insignifiance et observation, Watson. Notez le motif des nervures, le léger effilochage sur les bords, les traces de gel. Chacun raconte une histoire. Où la feuille est tombée, combien de temps elle est restée exposée, et si elle a été dérangée par le vent, l'eau ou des pas. C'est précisément en prêtant attention à ces détails que nous éviterons de nous laisser tromper par les apparences dans le cas qui nous attend. Dud. Les yeux de Holmes brillaient d'un mélange rare d'amusement et d'instruction. Imaginez, Watson, combien d'hommes passeraient devant une tombe en pleine nuit et attribueraient la pousse des épines à une superstition ou à une farce, passant à côté des traces subtiles laissées par les mains, la terre et même l'application de produits chimiques. C'est seulement en observant des détails, souvent ignorés, que la véritable histoire émerge. Je reposai les feuilles et écoutai Holmes poursuivre, son ton évoluant vers la précision analytique qui fait sa renommée. Or, l'affaire qui nous occupe ne se résume pas à de la végétation, une tombe perturbée, des épines poussant à une vitesse surnaturelle,
et une note cryptique. Voilà les signaux évidents. Pourtant, je m'intéresse aux causes cachées, aux mécanismes invisibles et aux traces psychologiques laissées dans l'esprit des personnes impliquées. L'esprit criminel laisse une signature, aussi sûrement qu'un arbre laisse une feuille. Et vous croyez que nous pouvons déduire la méthode, peut-être même le mobile, avant d'arriver sur les lieux? Demandai-je, ressentant ce mélange familier de crainte et de perplexité qui accompagnait toujours le raisonnement de Holmes. Précisément, Watson. Nous observerons, formulerons des hypothèses, et ensuite seulement nous verrons. L'avantage réside dans la préparation. Considérez les feuilles, un objet banal. Pourtant, on peut déterminer la direction du vent, la proximité des obstacles et même les habitudes des passants. De même, lorsque nous approchons du cimetière, chaque pierre, chaque trace de terre et chaque épine peuvent nous parler, si nous sommes suffisamment vigilants. Il posa une loupe sur la table, la faisant tourner entre ses mains, comme si cet acte était un rituel. Patience, observation et déduction, Watson. Ce sont les outils que nous utilisons pour appréhender l'inhabituel, l'inexplicable et le surnaturel apparent. Quand nous atteindrons la tombe, nous en saurons bien plus que l'observateur occasionnel. La méthode se révélera dans les moindres détails. J'ai compris ce qu'il voulait dire, sentant les bases qu'il posait non seulement pour l'enquête, mais aussi pour une leçon de perception, une leçon qui guiderait ma propre compréhension, alors que je relatais les événements à venir. « Très bien, Holmes, » dis-je en protégeant mon manteau et mes gants du froid brumeux. « Montre-moi la voie. Je m'efforcerai d'observer avec autant d'attention que tu me le demanderas. » Les lèvres fines de Holmes s'incurvèrent dans un léger sourire. « Excellent, Watson. Souvenez-vous, ce n'est pas le spectacle qui instruit, mais les détails que seul l'esprit peut percevoir. Dans un cas comme le tombeau aux épines, ce qui paraît fantastique est souvent fondé sur la logique, attendant que ceux qui sont assez perspicaces le découvrent. Nous nous préparions donc à quitter Baker Street, le brouillard tourbillonnant autour de nous comme un prélude aux mystères à venir. La leçon des feuilles d'érable, aussi triviale qu'elle puisse paraître, avait donné le ton. Dans la quête de la vérité, aucun détail n'est insignifiant. Aucune observation n'est trop insignifiante. Londres était enveloppée de brume, et pourtant, sous cette brume, les rouages de la déduction tournaient déjà, et je sentais que nous étions au bord d'une affaire aussi déroutante qu'extraordinaire. Chapitre Trucks et le cimetière de Blackthorn. Lane le brouillard était bas, tandis que nous avancions dans les rues tortueuses de Londres, les réverbères projetant de pâles cercles de lumière sur les pavés glissants. Holmes marchait devant, sa haute silhouette voilée, les yeux fixés sur le chemin devant nous, son esprit sans doute déjà analysant les éléments de l'affaire. Je le suivais de près, carnet à la main, prêt à consigner toutes les observations susceptibles d'éclairer le mystère de la tombe déterrée. L'allée de Blackthorn était étroite et sombre, bordée de clôtures en fer et de vieux murs de briques. À son extrémité se trouvait le cimetière, un lieu de désolation silencieuse dont les pierres penchaient à des angles suggérant des siècles d'abandon. C'était le décor idéal pour les événements étranges décrits par mademoiselle Radcliffe. La croissance anormalement rapide des épines et les perturbations nocturnes persistantes. « Observe, Watson », y murmura Holmes tandis que nous marquons une pause à l'entrée, « l'état du sol. Remarquez les creux subtils, les traces de pas qui ont commencé à s'estomper depuis longtemps. Même les traces de givre révèlent des traces de mouvements récents. Notre première tâche est de documenter ces détails avant que le soleil ne dissipe les preuves. » Je me penchai plus près, tendant les yeux pour suivre ses gestes. Effectivement, il y avait des irrégularités dans le sol. De petites empreintes, anguleuses et précises,
suggérant que quelque chose ou quelqu'un avait perturbé la surface avec une attention minutieuse. Holmes s'agenouilla, examinant les épines elles-mêmes, qui s'enroulent dans des directions anormales, leurs pointes noires et fermes contre le gel. « Ce n'est pas une ronce ordinaire, Watson, » dit-il doucement en touchant le bout d'une ronce de ses doigts gantés. « Remarquez la rigidité, la pigmentation foncée. Je soupçonne un traitement chimique ou une culture sous contrôle. Ces épines sont conçues pour pousser et mourir selon un plan méthodique. » Je frissonnais en me remémorant les paroles de mademoiselle Radcliffe à propos des troubles nocturnes. Vous voulez dire que quelqu'un manipule délibérément la tombe et ses plantes? Les lèvres de Holmes s'incurvèrent en un léger sourire sardonique. Exactement. La nature, semble-t-il, n'est qu'une partie de l'illusion. Les mains derrière tout cela sont humaines et intelligentes. Il nous faut maintenant rechercher les mécanismes cachés dans ce décor naturel. Observer la pierre tombale, l'inscription et le sol qui l'entoure. Nous avancions prudemment, l'air humide imprégné d'une odeur de terre et de décomposition. L'œil perçant de Holmes remarqua une légère décoloration à la base de la pierre, là où le givre ne s'était pas uniformément installé. Sous la faible ombre, un fin résidu scintillait faiblement dans la lumière naissante. « Ah, Watson !» Oui, dit-il en s'accroupissant pour l'examiner avec sa loupe. Une poudre, délibérément répandue pour favoriser la croissance ou l'illusion de ces épines. Rien n'est laissé au hasard. Le criminel a calculé chaque élément pour produire l'apparence d'une interférence surnaturelle. Pourtant, grâce à une observation patiente, la vérité est révélée dans les moindres détails. J'ai noté chaque détail. La poudre, les traces de sol et les irrégularités dans la croissance des plantes. Le raisonnement de Holmes, comme toujours, a transformé ces curiosités mineures en indices. Croyez-vous que le responsable soit du coin, Holmes? Ai-je demandé? Difficile à dire, Watson, répondit-il. Le savoir-faire impliqué suggère des connaissances en horticulture ou en chimie, peut-être les deux, mais voyez ici. Le placement de la poudre et la manipulation des motifs de givre témoignent d'un minutieux timing. Celui qui est derrière tout cela connaît les habitudes de la maisonnée et les déplacements des passants. C'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît bien les lieux et ses routines. Alors que nous poursuivons notre enquête, Holmes s'arrête brusquement au bord de la tombe, désignant un minuscule fragment de papier à moitié enfoui dans le givre. D'un geste délicat, il le récupéra, révélant un mot inscrit à l'encre rouge « Veillez ». « Comme je le soupçonnais », murmura-t-il. La signature de l'opérateur, Watson, a été laissée précisément là où elle serait découverte ou remarquée par ceux qui seraient attentifs aux détails. La description de mademoiselle Radcliffe était exacte. Quelqu'un cherche à instiller la peur, tout en transmettant un message à ceux qui sont capables de le voir. J'ai regardé autour de moi dans le cimetière silencieux, la brume s'enroulant autour des pierres tombales comme des doigts fantomatiques. Pensez-vous que ce mot est un avertissement ou une menace? Holmes secoua lentement la tête. Cela peut être les deux ou aucun des deux. Le criminel peut avoir l'intention de tromper, de provoquer ou de faire étalage de sa maîtrise de la perception. Dans ce genre de cas, l'évidence est rarement la vérité. Nous devons suivre chaque trace, observer chaque déviation par rapport à l'ordre naturel et reconstituer la méthode à partir de ces schémas cachés. Le froid s'intensifie à mesure que nous rassemblons nos observations et je ressentais le frisson familier de l'anticipation mêlée de malaise. La tombe avait déjà commencé à révéler ses secrets. Et pourtant, les vérités les plus profondes restaient obscures, comme le sol assombri sous le givre. « Allons, Watson », dit enfin Holmes en se levant et en époussetant ses gants. « Nous disposons de suffisamment de données préliminaires. La méthode se cache dans les détails. Le mobile se cache derrière l'artifice. Demain, nous reviendrons avec des instruments supplémentaires
et peut-être une meilleure compréhension de l'esprit qui a transformé un simple enterrement en un spectacle d'intrigue. Tandis que nous revenions sur nos pas dans les rues brumeuses, je réfléchissais à la soirée à venir. L'affaire promettait d'être aussi étrange que complexe. Un casse-tête d'ingéniosité humaine et de diversion. Et, comme toujours lorsque Holmes était impliqué, je savais que la vérité se révélerait non pas dans des gestes grandioses ou des indices évidents, mais dans l'accumulation patiente des plus infimes détails, perceptibles seulement par des yeux exercés à l'observation et à la raison. Chapitre 4. Le premier suspect. Le lendemain, le jour se leva froid et gris, une fine bruine adoucissant les contours des rues londoniennes. Holmes et moi retournâmes à Blackthorn Lane avec un modeste équipement. Des loupes, une petite truelle, des fioles pour recueillir la terre et la poudre, et un carnet dans lequel je notais soigneusement chaque détail, comme indiqué. Holmes était toujours aussi précis, sa démarche mesurée, son regard scrutant chaque ombre, chaque irrégularité des pierres tombales, de la clôture et du sol en dessous. En arrivant au cimetière, nous avons trouvé une silhouette déjà présentée, un homme d'âge mûr, au visage pâle et à la démarche nerveuse, rôdant au bord du terrain. Il a semblé surpris par notre approche, jetant un rapide coup d'œil à la pierre tombale de Sir Reginald Radcliffe, avant de se redresser et de lever la main en signe de salut hésitant. « Bonjour, messieurs », dit-il d'une voix légèrement tremblante. « J'admirais juste les monuments, rien de plus. » Le regard de Holmes, froid et pénétrant, se posa sur lui. « Votre présence ici est curieuse, monsieur, » dit-il. « Vous êtes, je crois, monsieur Percival Drake, le jardinier employé dans le domaine voisin ?»« Oui, monsieur, » admit l'homme, la sueur perlant sur son front malgré le froid. « Je m'occupe du jardin voisin, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec les événements inhabituels survenus au caveau de Radcliffe. » Holmes plissa les yeux, examinant les mains et les bottes de l'homme. Le sol sous les semelles portait de légères traces d'une substance sombre et fibreuse, des épines écrasées ou détachées, peut-être, de la tombe déterrée. Pourtant, les preuves étaient circonstancielles, fragiles et facilement mal interprétées par quiconque n'était pas formé aux subtilités de la déduction. « Intéressant, » murmura Holmes. « Un jardinier de métier, familier avec le sol et la croissance des plantes, présente au cimetière au petit matin, avec des traces de matériel concordant avec nos observations. Un suspect tout à fait plausible, Watson. » Je ne pus retenir une petite exclamation. « Holmes, croyez-vous qu'il soit responsable ? » Je réserve mon jugement, Watson. Il ne faut pas se laisser tromper par la seule plausibilité. Observez cependant les signes de tension nerveuse, les micro-expressions dans les yeux, les légers trébuchements dans l'élocution. De tels traits accompagnent souvent la dissimulation, mais peuvent aussi résulter de la simple peur d'être examiné. Holmes s'agenouilla pour inspecter le sol près de la tombe, prélevant un échantillon pour analyse ultérieure. « Ce matériau, observa-t-il, n'est pas originaire du jardin environnant, et pourtant il correspond à la végétation de la tombe. Monsieur Drake en a peut-être connaissance, mais qu'il l'ait utilisé ou non est une autre question. Les preuves indirectes sont un réseau complexe, Watson, et il faut en remonter chaque fil avant de porter un jugement. Le jardinier se traîne mal à l'aise. Je vous jure, monsieur, je n'ai rien fait. Je m'occupe de rosiers et de haies, rien de plus. Ces épines, celui qui a fait ça me dépasse. Je n'ai jamais vu de telles plantes de ma vie. » Holmes laissa échapper un léger sourire sardonique. « Curieux, en effet. Le criminel est malin, Watson. Il laisse des traces destinées à tromper. Un jardinier peut paraître coupable, mais seul le vigilant peut distinguer l'intention du hasard. Nous allons examiner l'histoire de Monsieur Drake, mais ne le prenons pas pour le coupable sans preuve supplémentaire. » Tandis que nous parlions, un léger bruissement près du mur d'enceinte attira notre attention.
Holmes fit signe de se taire, les yeux plissés. Un petit chat, noir avec une tache blanche sur la poitrine, sortit de l'ombre, tenant dans sa gueule un fragment d'épine noircie. Il laissa tomber l'objet aux pieds de Holmes et disparut aussi silencieusement qu'il était arrivé. « Un agent de fortune, Watson, » dit Holmes sèchement, « ou une indication subtile de la nature que les apparences sont trompeuses. Même la nervosité de M. Drake ne peut expliquer une telle coïncidence. Observez donc l'imbrication des intentions humaines et des circonstances. Le criminel se complaît à tromper l'attention, introduisant des preuves qui déroutent même l'observateur le plus attentif. Nous passâmes le jardinier à ses occupations, notant sa présence, mais réservant tout soupçon. L'esprit de Holmes, toujours en avance de 3 coups, était visiblement à l'œuvre, analysant non seulement l'homme devant lui, mais aussi le réseau de signes, d'indications trompeuses et de messages cachés qui avaient transformé une simple tombe en scène de ruse humaine. « Watson, » dit Holmes alors que nous retournions vers Baker Street, « le premier suspect est toujours à la fois une diversion et un indicateur. La facilité avec laquelle Scotland Yard aurait pu arrêter M. Drake est précisément la raison pour laquelle le criminel a conçu ce scénario. La diversion est une arme aussi efficace qu'une substance appliquée sur le sol ou une épine greffée sur une tombe. Gardez ceci à l'esprit, l'évidence est rarement la vérité. Les subtilités masquent l'essence du crime. » Alors que le brouillard s'épaississait à nouveau autour des rues éclairées par les lampadaires, je compris que le tombeau aux épines avait commencé sa longue et complexe histoire. Le premier suspect avait été présenté, mais le raisonnement calme mais méticuleux de Holmes promettait que la vérité, aussi obscure, sombre et épineuse soit-elle, finirait par éclater. Chapitre 5 et l'indice caché. Les jours suivants, Holmes et moi retournâmes à plusieurs reprises au cimetière de Blackthorn Lane, chaque visite révélant des subtilités que le commun des mortels ne pouvait pas déceler. Le brouillard londonien persistait dans les rues, s'enroulant autour de nos bottes et étouffant les bruits lointains de la ville, créant une atmosphère à la fois inquiétante et propice à nos investigations. Chaque matin, nous trouvions la tombe perturbée, les épines noires devenant plus épaisses et s'enroulant selon des motifs presque trop précis pour être naturels. Le sol portait des traces de mouvement, mais ces traces ne formaient jamais une ligne droite. Elles serpentaient et se chevauchaient, telles les intrigues complexes d'une main intelligente. Holmes travaillait avec son attention méticuleuse habituelle, s'agenouillant près de la tombe et examinant le sol, les résidus de substances pulvérulentes et les subtiles variations de croissance des plantes. Je notais chaque observation, notant la couleur, la taille et la disposition des épines, ainsi que la faible empreinte de pas dans la boue gelée. C'est au cours d'un de ces examens que Holmes s'arrêta, sa main gantée posée sur le bord de la pierre tombale, son regard fixé sur un coin où le givre avait fondu de manière inégale. « Watson » et murmura-t-il d'une voix basse, presque respectueuse. « Il y a ici quelque chose qui a échappé à Scotland Yard, et même à l'observateur occasionnel. Observez la symétrie de la croissance, la courbure subtile des épines à la base et le léger résidu laissé derrière. C'est un message, mais un message de méthode plutôt que de contenu. Celui qui orchestre cela nous guide vers une révélation, même si elle est cachée à la vue de tous. » Je me penchai davantage, suivant les lignes qu'il indiquait, mais ne distinguais rien au-delà des irrégularités déjà constatées. Holmes, cependant, sourit faiblement, les yeux brillants de satisfaction. « L'indice ne réside pas seulement dans les épines noires ou le sol remanié, Watson. Il réside dans la manière dont le sol a été compacté dans le quadrant nord du caveau. Comparez-le à la limite sud. Ici, la pression est plus légère, la poudre plus fine, et pourtant,
La végétation plus dense. Le criminel a laissé une incohérence, intentionnelle et délibérée, pour tromper quiconque chercherait une explication simple. Mais je la vois. Il se leva, essuya la terre de ses genoux et attira mon attention vers une petite rainure, presque imperceptible, le long du bord de la pierre tombale, une entaille si peu profonde que seule une observation attentive et un éclairage attentif la révélaient. À l'intérieur se trouvait un minuscule fragment d'épine noircie, distinct de la végétation environnante. « Remarquez, Watson, » il dit Holmes doucement, que le fragment est orienté non pas vers le centre de la tombe, comme on pourrait s'y attendre, mais vers l'angle du mur. Le criminel a laissé un indice directionnel, une subtile indication vers l'emplacement de la prochaine étape de son plan. Seul un être entraîné à percevoir de telles déviations pourrait le reconnaître. J'ai frissonné, comprenant enfin le soin méticuleux apporté par cette main inconnue. Ce n'était pas une simple supercherie, c'était une énigme soigneusement orchestrée, destinée à tester l'intelligence, la patience et l'observation de ceux qui cherchaient à découvrir la vérité. « Holmes, dis-je, si c'est intentionnel, alors tout ce que nous avons observé, les épines, le sol perturbé et même la note cryptique, pourrait faire partie d'un complot plus vaste. Nous suivons les traces, pour ainsi dire, mais seulement parce que nous remarquons les plus infimes anomalies que d'autres ignorent. » Les lèvres fines de Holmes s'incurvèrent dans l'ombre d'un sourire. « Exactement, Watson. La première couche de tromperie est toujours destinée aux imprudents. Scotland Yard se contente facilement de l'explication la plus simple. Une farce, un jardinier malicieux ou un tour de la nature. Mais la vérité réside dans les irrégularités dissimulées, dans les détails trop insignifiants pour attirer l'attention ordinaire. Et ceci, dit-il en tapotant le fragment noirci, est la clé qui pourrait bien nous guider vers l'esprit derrière la tombe aux épines. » Il marque une pause, son regard scrutant le cimetière embrumé, comme s'il lisait un langage invisible au reste du monde. « Nous devons garder cette découverte pour nous pour l'instant. Le criminel est rusé et vigilant. S'il soupçonne que les incohérences ont été relevées, il pourrait modifier le schéma, nous laissant une fois de plus dans l'incertitude. Patience, Watson, et un œil attentif. Telles seront nos armes jusqu'à ce que vienne le moment de percer le mystère. » À mesure que nous partions, le brouillard semblait s'épaissir autour des pierres tombales, les épines noires se resserrant de plus en plus, comme pour se moquer silencieusement de notre progression. Pourtant, j'éprouvais un frisson d'impatience, sachant que sous ces couches de fausses pistes se cachait une logique cachée qui attendait notre compréhension, et que Holmes, comme toujours, avait 3 longueurs d'avance sur le criminel et le reste de Londres. Dans les jours qui suivirent, je compris que cet indice caché, le fragment, le sillon, la subtile asymétrie, constituerait la pierre angulaire de notre compréhension. C'était un témoignage de l'ingéniosité du coupable, certes, mais aussi de l'habileté infaillible de Holmes, dont la perception de l'imperceptible éclairait, comme toujours, le chemin à travers les ténèbres. Chapitre 6. Tension croissante. Les événements du lendemain soir marquèrent une escalade effrayante dans un mystère qui avait déjà mis à rude épreuve patience et intelligence. Le brouillard déferlait sur Londres, en vagues épaisses et fantomatiques, étouffant le vacarme lointain des fiacres et les appels occasionnels d'un marchand ambulant. Holmes et moi étions rentrés tôt à Baker Street, passant en revue nos observations et comparant les détails de la tombe déterrée. Bien que l'indice caché nous ait conféré un avantage subtil, je ne pouvais me défaire d'un malaise grandissant. L'impression que le criminel était non seulement intelligent, mais audacieux et capable d'actes que nous n'avions pas encore prévus.
À peine avions-nous commencé nos études du soir, qu'un coup frappé précipitamment interrompit notre rêverie. Madame Hudson fit entrer une silhouette à la fois familière et inattendue. Le gardien du cimetière de Blackthorn Lane, le visage pâle, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Monsieur Holmes, Dr. Watson » haleta-t-il, serrant une lanterne comme un bouclier. « Vous devez vite vous rendre à la tombe. Quelqu'un est encore entré. » Et il y a eu un autre incident. Holmes se leva aussitôt, ses longs doigts effleurant distraitement ses cheveux. « Expliquez-moi clairement et précisément, mon brave. Que s'est-il passé? Je n'arrive pas à comprendre, monsieur. La tombe a été dérangée une fois de plus, mais cette fois, les épines, ces épines surnaturelles, se sont étendues, recouvrant le sol environnant. Et pire encore, il hésita, frissonnant. Il y a une seconde tombe, une petite parcelle familiale à proximité. Un corps, récemment inhumé, a été entièrement retiré. Il ne reste que le cercueil, retourné et vide, et le sol retourné comme par une main mécanique. Le regard de Holmes s'assombrit, l'étincelle de curiosité contenue se mêlant à une expression plus sévère. Une escalade, Watson. La première tombe, un spectacle unique. La seconde, l'enlèvement audacieux d'un corps. Quiconque est derrière tout ça a gagné en audace ou en impatience. Nous devons agir immédiatement. Lorsque nous atteignîmes Blackthorn Lane, la nuit s'était épaissie, presque impénétrable, seulement percée par les lanternes vacillantes que nous portions. La première tombe, celle de Sir Reginald Radcliffe, était effectivement encore plus perturbée. Les épines noires avaient proliféré, formant des motifs complexes, presque délibérés, sur le sol durci par le gel. La seconde tombe, la petite parcelle familiale mentionnée par le gardien, offrait un spectacle de désordre calculé. La terre était retournée avec précision, le couvercle du cercueil déplacé, mais, étrangement, aucune trace de lutte ni d'outils jetés à la hâte. « Notez l'absence d'empreintes de pas ordinaires », murmura Holmes, accroupi au bord du cercueil vide. « Aucun signe d'activité humaine ordinaire. Le criminel est non seulement intelligent, mais aussi extrêmement prudent. Une deuxième victime, retirée aussi proprement, suggère à la fois préméditation et habileté. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Holmes, c'est plus qu'une simple bêtise. C'est délibéré, peut-être rituel. Pensez-vous que le motif soit personnel? Holmes secoua lentement la tête, le regard intense. Nous ne pouvons pas encore le dire, observe Watson, la précision et la méthodique de l'acte. Un tel soin n'indique que le criminel est mu par la connaissance ou l'obsession, plutôt que par la simple cruauté. Il y a là une intelligence, conçue pour dissimuler autant que pour terrifier. Il examina le sol, suivant les traces où le corps avait été retiré. Le sol a été tassé de manière inhabituelle, presque artificielle. Aucun outil ordinaire ne pourrait laisser des traces aussi subtiles. L'agresseur connaît la mécanique des sols, ou a conçu un mécanisme pour obtenir cet effet. Ce n'est ni aléatoire ni spontané. Alors que nous travaillions, un léger bruissement dans les broussailles avoisinantes attira notre attention. Holmes se figea, tendant l'oreille. Une ombre passa entre les pierres tombales. Aperçut fugitivement une silhouette filant silencieusement dans le brouillard. Nous la poursuivons, mais la silhouette disparut sans laisser de traces. Un avertissement, Watson, il dit Holmes d'un ton sombre. Ou un test. Le criminel sait que nous l'observons. Chaque action semble destinée à attirer l'attention, mais nous induit en erreur quant à ses intentions. Je frissonnais en constatant la complexité croissante du crime. Le premier incident avait été alarmant, l'indice caché, intrigant. Mais maintenant, avec la deuxième tombe violée et une silhouette obscure qui semblait nous surveiller, les enjeux étaient plus importants. Londres elle-même paraissait plus menaçante, le brouillard et l'obscurité amplifiant la tension qui enveloppait nos sens comme un être vivant. « Holmes, demandai-je doucement,
Croyez-vous que le premier suspect, Drake, le jardinier, pourrait être impliqué dans ce deuxième acte? Holmes réfléchit à la question, ses yeux perçants se plissant. C'est possible, Watson, mais improbable. L'habileté requise et l'audace du second retrait suggèrent un esprit bien plus rusé et réfléchi qu'un jardinier ordinaire. Drake est peut-être un bouc émissaire commode, mais je n'en suis pas convaincu. Nous avons passé le reste de la nuit à documenter la scène, à prélever des échantillons et à noter la progression des épines. Chaque détail, aussi infime soit-il, offrait un aperçu potentiel de la méthode et du mobile du coupable. La tension montait, l'audace du criminel s'était accrue, et l'incertitude planait plus que jamais. À l'aube, les premières lueurs révélaient le givre matinal miroitant sur les épines noires proliférantes. Holmes resta silencieux, observant la géométrie surnaturelle de la végétation avec un froncement de sourcils pensif. « Watson, dit-il enfin, ce n'est pas une entreprise criminelle ordinaire. Les enjeux ont augmenté, la méthode a évolué et la tromperie s'accentue. Nous sommes, comme toujours, en compétition intellectuelle avec un adversaire redoutable. Et nous ne devons pas faiblir. Les événements de cette nuit-là marquèrent un tournant dans l'affaire du tombeau aux épines. Le crime s'était intensifié, la tension était montée et le mystère s'était épaissi, nous laissant nous interroger non seulement sur l'habileté et l'audace du coupable, mais aussi sur le sombre dessein qui se cachait derrière chaque acte méticuleusement orchestré. Chapitre 7. La désorientation s'aggrave. Les jours qui suivirent furent marqués par une succession exaspérante de fausses pistes et de panneaux trompeurs, chacun soigneusement calculé pour semer la confusion et la confusion. Holmes et moi retournions à plusieurs reprises à Blackthorn Lane, nos pas étouffés par le brouillard persistant de Londres. Chaque matin, de nouvelles pousses se développent sur la tombe de Sir Reginald Radcliffe, les épines noires se tordant selon des motifs suggérant une intention plutôt qu'un accident, tandis que le sol de la seconde tombe restait perturbé, sans laisser de traces visibles de démolition. Holmes, toujours méthodique, examinait les derniers développements avec une précision que je pouvais difficilement égaler. « Observe, Watson », dit-il un matin, agenouillé près des tombes. Les épines noires ont été taillées ou manipulées pendant la nuit. Les arcs sont délibérés, l'espacement trop précis pour être naturel. Le coupable est assez intelligent pour anticiper notre examen, et pourtant sa signature est indubitable pour un œil averti. Je suivis son regard, remarquant les subtiles asymétries qui avaient échappé à l'observateur non averti. Légères courbures dans les épines, petits fragments de cette poudre noire inhabituelle, dispersés en lignes irrégulières, mais précises. « Holmes, demandai-je, croyez-vous que ces ajustements visent à nous induire en erreur ?»« Exactement, Watson, répondit-il, les yeux brillants. Le criminel comprend l'observation aussi bien que l'acte criminel lui-même. Ces apparentes incohérences visent à détourner notre attention de la véritable méthode, à nous concentrer sur l'évidence, tandis que la vérité cachée nous guette silencieusement en périphérie. Chaque faux pas, chaque fausse conclusion s'inscrit dans un vaste stratagème de diversion. Nos soupçons se portèrent naturellement sur Percival Drake, le jardinier. La police, impatiente de trouver une solution, avait repris discrètement son interrogatoire. Des rapports suggéraient qu'il avait été aperçu près du cimetière les nuits des troubles, une coïncidence opportune pour ceux qui se contentent des apparences. Pourtant, Holmes restait sceptique. Drake est un bouc émissaire évident, Watson. Il est idéalement situé, connaît bien le domaine et est nerveux de nature. Mais la subtilité requise pour manipuler le sol et contrôler la croissance de ses épines dépasse de loin celle du jardinier ordinaire. Observez les fragments écrasés ici. Holmes désigna un minuscule morceau d'épine au bord nord de la tombe. Le fragment a été délibérément taillé,
poli, pour s'insérer parfaitement dans une rainure de la pierre. C'est un niveau de planification et de compétence que Drake ne peut pas posséder. Il se leva, essuya la terre humide de ses genoux et désigna la seconde tombe. Et songeait à l'enlèvement du second corps. Aucune force humaine ordinaire ni aucune hâte ne pourrait l'accomplir sans laisser de traces indélébiles. Le coupable a pensé à toutes les éventualités, y compris aux yeux de l'observateur. Ils anticipent l'esprit de l'observateur, et pas seulement les poursuites judiciaires. En effet, la diversion devint presque théâtrale. Un jour, nous avons découvert une traînée de résidus de poudre partant des tombes et pénétrant dans un fourré dense. En la suivant, nous avons trouvé une bêche abandonnée à la hâte et les traces d'un incendie précipité, suggérant que quelqu'un avait détruit des preuves. Pourtant, Holmes examina la scène et secoua la tête. Fausse piste, Watson. Délibérément posée pour détourner l'attention. Remarquez comment la poudre a été dispersée de manière inégale, destinée à attirer l'attention, alors que le sol en dessous ne présente aucune trace de perturbation. Le criminel souhaite que nous nous concentrions sur l'insignifiant, laissant la véritable méthode inaperçue. Il devenait de plus en plus évident que l'esprit derrière ces actes était à la fois audacieux et méticuleux, orchestrant une danse de tromperie visant à contrecarrer chaque étape de notre enquête. L'élément psychologique était aussi redoutable que les actes physiques eux-mêmes. Chaque nouveau développement était soigneusement chorégraphié pour manipuler la peur, les attentes et les suppositions. Nous avons affaire à un esprit aussi audacieux que précis, Watson, remarqua Holmes, alors que nous quittions le cimetière un soir, le brouillard enveloppant nos bottes et les ourlets de nos capes. Chaque acte est une leçon délibérée, une énigme dans une autre énigme, et le criminel se délecte de nos tentatives pour la résoudre. C'est pourquoi l'observation seule, bien que nécessaire, ne suffit pas. Nous devons anticiper l'intention autant que le résultat. J'ai senti le poids de ces mots, réalisant que le mystère avait gagné en complexité et en subtilité psychologique. Il ne s'agissait plus simplement de tombes dérangées ou d'épines étranges. C'était devenu un combat intellectuel entre le criminel et nous-mêmes. Une lutte où la diversion était l'arme principale. Holmes, tue-je demandai-je d'une voix basse, avec ce mélange de crainte et de malaise qui accompagne toujours ces déductions. Pensez-vous que nous sommes plus près de comprendre le mobile? Les yeux de Holmes brillaient dans la faible lumière de la lampe. Le mobile, Watson, se révèle souvent dans les plus petits détails, mais dans ce cas, il est voilé, mêlé de méthodes et d'artifices. Nous devons rester vigilants, observer chaque anomalie subtile et croire que le schéma, une fois pleinement révélé, éclairera à la fois le but et le coupable. D'ici là, chaque ombre, chaque épine peut cacher la vérité ou la tromperie. Ainsi, la diversion s'est aggravée, attirant notre attention dans de multiples directions, révélant la sophistication de l'esprit criminel et les efforts qu'il déploie pour protéger ses secrets. Dans le silence et le brouillard des rues de Londres, j'ai eu l'impression que nous étions engagés dans un combat non pas de force brute, mais d'intelligence, et que les enjeux étaient plus élevés que jamais. Chapitre 8. Le plan de Holmes le brouillard s'était à peine levé le lendemain matin, laissant les rues londoniennes luisantes sous la pluie de la nuit. Holmes semblait inhabituellement agité, arpentant la pièce de Baker Street à grands pas. Son regard allait des instruments posés sur la table aux notes et échantillons épars, comme s'il arrangeait les pièces invisibles d'un puzzle que lui seul pouvait voir. « Watson », dit-il brusquement sans préambule, « il est temps d'adopter une stratégie qui dépasse l'observation. L'audace du criminel grandit de jour en jour, et la subtile diversion atteint son apogée. Nous devons agir, mais avec patience, précision et acuité psychologique. En bref, nous devons pénétrer l'esprit de notre adversaire avant d'aller plus loin. Je l'observais avec curiosité.
Tu veux tendre un piège, Holmes? Exactement, répondit-il, ses longs doigts crispés, pensifs. Mais pas seulement un piège physique, un piège psychologique qui attirera l'agresseur en faisant appel à sa fierté et à son ingéniosité. Nous devons anticiper son prochain mouvement et le façonner de manière à ce que la vérité devienne inévitable. Le plan de Holmes, tel qu'il l'expliqua autour d'une tasse de thé, était d'une simplicité trompeuse dans son concept, mais complexe dans son exécution. Nous allions organiser un retour au cimetière, présentant la scène de telle manière que le criminel croirait son œuvre inconnue, tout en observant chaque étape. Les petits détails, l'orientation des épines, l'emplacement de la terre fraîche, et même les résidus de poudre seraient subtilement ajustés pour inciter le coupable à agir de manière prévisible. Watson, nous construisons un scénario, m'y expliqua Holmes, dans lequel les méthodes du criminel le trahissent. La confiance, la fierté et le besoin de faire preuve d'habileté le poussent à révéler ses motivations et ses méthodes. En attendant, nous restons observateurs, collectant des preuves et laissant notre intelligence guider notre traque. L'après-midi fut consacré à la préparation de la scène. Holmes avançait avec une énergie tranquille, déposant de minuscules fragments d'épines noircies à intervalles précis, ajustant les empreintes du sol pour imiter les perturbations précédentes et laissant des traces discrètes mais précises à l'observateur. J'ai suivi ces instructions méticuleusement, notant chaque modification, chaque ajustement et chaque placement de poudre ou de fragments de plantes. « Watson, » dit Holmes en s'arrêtant pour examiner une partie de la tombe, « votre rôle est crucial. N'alerte pas le criminel de notre vigilance. Observez sans attirer l'attention sur vous. Notez chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants, car chacun servira de fil conducteur pour démêler le mystère. » À l'approche du crépuscule, nous retournâmes à Baker Street pour attendre l'action attendue. Holmes était inhabituellement silencieux, assis près du feu, les mains jointes, les yeux fixés sur les flammes, comme si l'avenir se lisait dans leurs ombres vacillantes. « Voyez-vous, Watson, » dit-il finalement, « nous sommes désormais en position de domination subtile. Le criminel croit agir discrètement, mais chacun de ses gestes sera scruté à la loupe. Son intelligence, son obsession pour la méthode et la précision causeront sa perte. Plus tard dans la nuit, nous sommes retournés au cimetière à la faveur de l'obscurité. Le brouillard était revenu, s'enroulant autour des pierres tombales, tels des doigts fantomatiques. Holmes nous a placés près du bord du chemin, cachés par un muret, et a observé les tombes avec intensité. Les heures passèrent, et je commençais à sentir le poids de l'impatience peser sur moi. Soudain, un léger mouvement attira l'œil perçant de Holmes. Une ombre se glissa silencieusement entre les pierres tombales, s'arrêtant près de la tombe de Sir Reginald. La silhouette se déplaçait avec une précision méticuleuse, traçant des motifs dans le sol, ajustant les épines et examinant les résidus comme pour confirmer un calcul antérieur. « Observe, Watson, » qui murmura Holmes d'une voix à peine audible. « Les criminels ne peuvent s'empêcher de corriger ce qu'ils perçoivent comme des imperfections. L'orgueil les pousse et l'habileté guide leurs mains. Maintenant, nous assistons au dénouement. » La silhouette s'attarda, inspectant les subtiles manipulations que nous avions introduites, puis s'arrêta et se tourna vers le coin vide où nous étions cachés. Les yeux de Holmes brillèrent, une rare expression de satisfaction traversant son visage habituellement impassible. « Le piège est tendu, » murmura-t-il. « Patience, Watson, et chaque détail que nous avons préparé révélera bientôt la vérité. Leur propre esprit est l'instrument de leur révélation et nous n'avons qu'à observer. » À cet instant, je compris l'ingéniosité de la stratégie de Holmes. Non pas un affrontement de force, mais un concours d'intelligence
où l'obsession et la méticulosité du criminel le mèneraient, sans le vouloir, à notre merci. La nuit s'étira, tendue et silencieuse, tandis que nous attendions l'aboutissement d'un plan aussi rusé qu'audacieux. Ainsi, dans le cimetière ombragé, la donne avait changé. Le criminel, confiant et précis, s'engagea dans un scénario entièrement façonné par la prévoyance de Holmes, et le décor était planté pour une révélation promettant à la fois clarté et stupeur. Chapitre 9. La révélation. La nuit s'était plongée dans un silence brumeux, qui semblait presque surnaturel, le monde réduit à la faible lueur de nos lanternes, et au murmure du vent parmi les pierres tombales. Holmes et moi restions cachés derrière le muret, le souffle court, les yeux rivés sur la tombe centrale. Le piège qu'il avait si méticuleusement préparé était maintenant en action, et la silhouette du criminel se déplaçait comme prévu, guidée par l'orgueil, l'obsession et les indices subtils que Holmes avait plantés dans le sol remué et les épines noires. « Patience, Watson !» murmura Holmes, sans quitter des yeux la silhouette sombre. « Chaque mouvement est délibéré. Chaque ajustement est un aveu de méthode. Bientôt, nous reconstituons l'esprit derrière ces actes, et avec lui, le mobile. » La silhouette, élancée et précise dans ses mouvements, commença à examiner les fragments d'épines noircies que nous avions placés. S'arrêtant, l'intrus se pencha, tentant d'aligner un petit groupe d'épines selon un motif qui lui semblait instinctivement correct. L'œil perçant de Holmes notait les détails. L'angle du poignet, la pression exercée, la manière dont la terre était écartée. Chaque geste était une étape dans la confession que nous avions orchestrée sans un seul mot. « Voyez comme la subtilité guide leur jeu, Watson !» murmura Holmes. « Le criminel croit perfectionner l'illusion, mais chaque ajustement trahit son savoir, sa technique et son intention. Tout est mis à nu pour ceux qui savent voir. » L'intrus se redressa, épousseta ses mains et s'arrêta pour inspecter une fois de plus l'alignement des épines. À cet instant précis, Holmes s'avança, sa haute silhouette émergeant de l'ombre, tel le long bras du jugement. « Assez !» et dit-il d'une voix claire et autoritaire, perçant le brouillard. « Vu-t-on ? Vos méthodes sont précises, votre savoir-faire méticuleux. Mais cela ne suffit pas à dissimuler la vérité à ceux qui sont formés pour déceler la moindre irrégularité. » La silhouette se figea et lentement, à contre-cœur, se retourna. Dans la faible lumière de la lanterne, je distinguais le visage pâle et mesuré du docteur Reginald Caldwell, le médecin de la famille Radcliffe, un homme à la réputation admirable, dont les compétences et les connaissances en chimie et en horticulture n'avaient d'égal que son désir de manipuler les apparences. Ses yeux, écarquillés par la reconnaissance et la peur, se portèrent d'Holmes aux preuves dispersées à ses pieds. « Caldwell, né poursuivit Holmes d'une voix calme mais impitoyable. Vous avez orchestré les troubles à Blackthorn Lane. Les épines noires, la croissance asymétrique, le corps enlevé, tout cela est votre œuvre. Votre message, veillé, et ses incohérences délibérées visaient à induire en erreur, à semer la confusion et à faire passer votre propre ruse avant tout. Pourtant, votre génie a causé votre perte. Le docteur Caldwell perdit son sang-froid. Vous ne pouvez pas. C'était pour la sécurité de la famille Radcliffe. Sir Reginald, il représentait une menace. Ses relations d'affaires, sa connaissance secrète de ce qui aurait pu nuire à la famille. Je cherchais seulement à les protéger. Holmes haussa un sourcil, l'air froid. Une protection, peut-être, dans votre esprit, mais exécutée avec des méthodes qui ont mis en danger et terrifié les innocents. Vos connaissances en chimie vous ont permis d'accélérer la croissance des épines noires, et votre habileté à manipuler le sol a facilité l'enlèvement du second corps. Tout cela visait à tromper les observateurs et à obscurcir vos véritables intentions. Pourtant,
Chaque détail, chaque fragment vous a trahi. J'avais du mal à contenir mon étonnement, tant devant l'audace des actes de Caldwell que devant la capacité de Holmes à les déduire avec autant d'exactitude. Mais les épines, la tombe! Chaque jour, je la notais, et chaque observation semblait approfondir le mystère. « Comment saviez-vous que c'était Caldwell ?» demandai-je à Holmes essoufflé. Les yeux de Holmes brillaient de satisfaction. Tous les indices, Watson, étaient présents dès le début. L'asymétrie de la végétation, les fragments broyés et polis, le placement précis de la poudre, les subtiles irrégularités du gel et du sol, tout indiquait un esprit rompu à la science et à la tromperie. Drake, le jardinier, n'était qu'une diversion commode. Caldwell, habile, fier et méthodique, ne pouvait résister à l'envie de manipuler, de tester et finalement de se révéler. Caldwell tomba à genoux, le poids de la découverte pesant sur lui. Holmes, toujours philosophe, le considérait avec un mélange de détachement et de curiosité. « Votre talent est remarquable, mais l'intelligence seule ne confère pas de licence morale. La loi et la vigilance prévalent là où la ruse seule faiblit. » Le cimetière, enveloppé de brouillard et de silence, sembla laisser échapper un soupir collectif, tandis que la vérité finale s'imposait. La diversion, les indices cachés, les actes audacieux, tout avait été résolu grâce à l'observation, la déduction et une anticipation minutieuse. Holmes avait, une fois de plus, navigué dans le labyrinthe des intentions humaines, démasquant le criminel non par la force, mais grâce à son intelligence, sa patience et son souci du détail. « Venez, Watson, » dit Holmes doucement en m'éloignant de la scène. « Laissez les autorités l'emmener. Nous avons été témoins de l'aboutissement de la méthode, de la motivation et de l'intelligence. Et maintenant, la ville peut dormir sur ses deux oreilles, sachant que la vigilance alliée à la raison a rétabli l'ordre dans le chaos. Tandis que nous quittions les rues embrumées, je réfléchissais à la complexité et à l'élégance de l'affaire. Le tombeau aux épines avait été plus qu'une énigme. C'était une épreuve d'observation, d'intelligence et de patience, révélant à la fois l'ingéniosité et la folie de l'esprit humain, poussé par l'orgueil et la peur. Holmes, comme toujours, avait eu 3 longueurs d'avance, et la révélation, lorsqu'elle survint, fut aussi précise et convaincante que les épines mêmes qui nous avaient attirés dans ce mystère. Chapitre 10 Conséquences et réflexions laies. Jours qui suivirent l'arrestation du docteur Reginald Caldwell furent un mélange de calme et de malaise persistant. Londres, avec ses rues embrumées et ses avenues éclairées au gaz, sembla pousser un soupir collectif, comme soulagé que l'ombre qui avait obscurci Blackthorn Lane se soit dissipée. Pourtant, pour Holmes et moi, l'affaire était loin d'être conclue. Il restait à documenter, analyser et méditer sur les événements extraordinaires qui s'étaient déroulés. À Baker Street, l'atmosphère était feutrée. Holmes, assis près du feu, était absorbé par l'examen de notes, d'échantillons de terre et de petits fragments d'épines noircies qu'il avait ramassés sur les tombes. Son expression était calme, mais sous cette apparence sereine se cachait la subtile satisfaction d'un esprit confirmé et d'un ordre rétabli. « Watson, » dit-il enfin, rompant le silence, « l'affaire est apparemment close, mais ses subtilités nous apprennent beaucoup. Observez l'esprit du criminel, audacieux, méticuleux et guidé par l'orgueil. Chaque acte visait non seulement à dissimuler, mais aussi à faire preuve d'ingéniosité, à vouloir impressionner, même l'observateur invisible. J'ai hoché la tête, toujours émerveillé par la profondeur des déductions de Holmes. C'est stupéfiant, Holmes, comme vous avez tout démêlé. Les épines, la terre, la poudre, et même le fragment apparemment insignifiant qui a révélé la main du coupable. Holmes sourit faiblement.
une ombre d'amusement traversant ses traits anguleux. Observation, Watson, et patience. Le criminel laisse une trace, parfois imperceptible à tous, sauf aux plus diligents. Même une diversion soigneusement élaborée ne peut occulter l'essence de la méthode pour quelqu'un qui a l'habitude de la voir. La police, bien sûr, était impatiente de s'attribuer le mérite de l'opération. Mais Holmes laissa planer ses illusions. Il savait que le véritable travail, la quête intellectuelle, la découverte de schémas cachés, relevait de la raison et non de l'autorité. Le docteur Caldwell fut placé en garde à vue. Ses connaissances en horticulture et en chimie étant attestées comme preuve de son habileté et de sa détermination. Les épines noires, soigneusement prélevées et conservées, furent ultérieurement analysées pour confirmer les déductions de Holmes. Dans le silence qui suivit, je me suis retrouvé à réfléchir au poids émotionnel des événements. La peur, le suspense et le subtil frisson intellectuel s'étaient mêlés à chaque étape de l'enquête. Il y avait aussi une réflexion morale plus profonde. Comment l'habileté et l'intelligence, libérées de tout principe, pouvaient se transformer en actes dangereux et trompeurs. Holmes, dis-je en le regardant tandis qu'il organisait méticuleusement ses échantillons. Avez-vous déjà réfléchi à l'élément humain dans ces cas, à la fierté, à la peur, à l'obsession qui pousse des individus par ailleurs intelligents à commettre de tels actes? Il leva les yeux de son travail, le regard perçant, l'air contemplatif. En effet, Watson, c'est un curieux paradoxe. L'intelligence sans conscience est un instrument dangereux. Pourtant, on ne peut qu'admirer son ingéniosité, même si l'on en condamne l'application. L'esprit est un outil remarquable, capable d'illuminer ou de détruire, selon la main qui le manie. À mesure que le jour déclinait, le brouillard autour de Baker Street commençait à se dissiper, révélant Londres baignée dans la pâle lumière de cette fin d'après-midi. Holmes se leva, étirant sa longue silhouette, et regarda pensivement par la fenêtre. « Notre travail ici est terminé, pour l'instant, » dit-il. « Le criminel est appréhendé, l'énigme résolue et la méthode dévoilée. Pourtant, la ville est vaste, Watson, et il y aura toujours de nouveaux mystères à observer, de nouvelles subtilités à percer. L'art de la déduction, une fois maîtrisé, devient à la fois une responsabilité et un privilège. J'éprouve une admiration silencieuse, mêlée de soulagement, tandis que je fermais mon carnet et m'apprêtais à le laisser à ses réflexions. Le tombeau aux épines avait mis nos facultés à l'épreuve, mis notre patience à l'épreuve, et finalement confirmé une fois de plus le pouvoir inégalé de l'observation, du raisonnement et de la déduction minutieuse. « Allons, Watson, » dit Holmes avec son rare sourire timide. « Profitons d'un moment de repos. L'affaire est peut-être terminée, mais il faut toujours rester vigilant, car dans les rues de Londres, des ombres mystérieuses persistent même après le retour du jour. Ainsi, le criminel étant en garde à vue et les sombres intrigues de la ville momentanément apaisées, nous nous sommes accordés une soirée tranquille, la chaleur du feu contrastant avec la fraîcheur des rues brumeuses. J'ai réfléchi aux leçons de cette affaire. Les plus petits détails révèlent souvent les plus grandes vérités, et l'intelligence, la patience et une observation attentive sont les instruments qui éclairent les ombres de la tromperie humaine. Ainsi se clôt le chapitre du tombeau aux épines. Un cas d'audace, de mauvaise direction et de ruse méticuleuse, un témoignage du pouvoir durable de la raison sur le chaos, et un rappel que dans l'interaction de l'intellect et de la folie humaine, la vérité, bien que obscurcie, n'est jamais hors de portée. Chapitre 11. Les fils subtils, du motif même après l'arrestation du docteur Caldwell. Holmes resta profondément absorbé par les subtilités de l'affaire. Pendant que le criminel était sous la garde de Scotland Yard,
La question du mobile et du raisonnement qui avait conduit à des actes aussi audacieux continua de le préoccuper. Identifier l'auteur ne suffisait pas. L'esprit derrière ce mystère et le but qui avait guidé ces manipulations complexes exigent un examen minutieux. Nous retournâmes une fois de plus à Blackthorn Lane, cette fois à la lumière du jour. Le brouillard se dissipa pour révéler tous les détails du cimetière. Les tombes étaient silencieuses et sombres, les épines noires taillées et cataloguées, le sol méticuleusement restauré. Holmes se déplaçait avec sa précision habituelle, examinant les motifs de croissance et l'emplacement de chaque fragment d'épine, traçant de subtils arcs du doigt et prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet relié en cuir. « Observe, Watson », dit-il en s'arrêtant au bord du tombeau de Radcliffe. Même les plus infimes variations d'angle de croissance, de direction de courbure et de densité de placement révèlent un esprit soucieux non seulement de dissimulation, mais aussi de contrôle de la perception. Caldwell cherchait non seulement à agir, mais aussi à communiquer son intelligence par le biais de ces schémas artificiels. Ils sont une signature, une preuve de compétence. Je me suis penché plus près, fasciné par la complexité que je n'avais perçue autrefois que comme un enchevêtrement chaotique d'épines et de poudre. « Est-ce remarquable ?» ai-je dit, comme chaque détail a du sens, et pourtant est si facilement ignoré par l'observateur non averti. Mais pourquoi Holmes se serait-il donné autant de mal pour Sir Reginald? Était-ce par peur, par ambition ou par rancune personnelle? Le regard de Holmes, froid et perspicace, ne vacilla pas. En partie de la peur, Watson, mais aussi une obsession pour l'ordre et la maîtrise. Caldwell connaissait intimement la famille Radcliffe, tant son dossier médical que ses affaires privées. Sir Reginald possédait des informations que Caldwell jugeait susceptibles de nuire à ceux dont il avait la charge. Les actes du criminel étaient, à ses yeux, préventifs, destinés à protéger en manipulant les circonstances et les perceptions. Pourtant, l'audace et l'ambiguïté morale rendent cet acte aussi dangereux que n'importe quelle entreprise criminelle. Il s'accroupit pour examiner une petite dépression dans le sol, suivant les faibles restes de poudre. Voyez, Watson, l'orchestration de la seconde tombe, qui enlevait le corps avec une telle précision, était à la fois un avertissement et une démonstration de savoir-faire. Ce double objectif, protection et démonstration, est essentiel pour comprendre les motivations de Caldwell. Il se croyait à la fois sauveur et artiste, et dans cette dualité, nous percevons à la fois le génie et le danger de son intelligence. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à l'ambiguïté éthique de l'affaire. Le raisonnement de Caldwell, bien que méthodique et habile, avait mis des vies en danger, semé la terreur et perturbé l'ordre naturel du cimetière. Pourtant, son esprit, méticuleux et précis, imposait un respect réticent. « Holmes, dis-je après une pause, plus j'y vois clair, plus je réalise que le mobile est indissociable de la méthode dans ce cas précis. L'intelligence de Caldwell a dicté non seulement les actes eux-mêmes, mais aussi la manière dont ils ont été exécutés. L'art, la diversion, la culture minutieuse de la peur. » Holmes hocha la tête. « En effet, Watson, et c'est cette imbrication entre méthode et mobile qui rend cette affaire particulièrement instructive. Chaque étape, chaque manipulation, reflète à la fois l'intention et le caractère. Comprendre l'esprit criminel exige d'observer non seulement le résultat, mais aussi le schéma, le rythme de l'action et l'interaction subtile entre le but et l'exécution. Dida Chiricta. Tandis que nous poursuivons notre enquête, Holmes réfléchit aux leçons que cette affaire nous avait enseignées. La nécessité d'une observation patiente, le danger de se fier aux apparences, et les subtiles manières dont l'intellect et l'orgueil
peuvent influencer le comportement humain. Dans le calme de Blackthorn Lane, entouré de tombes restaurées et d'épines apprivoisées, j'éprouvais à la fois admiration et malaise. Le criminel était content, mais les échos moraux et intellectuels de ses actes persistaient, tels des ombres qui persistent longtemps après le retour de la lumière. Que cette affaire nous rappelle Watson, dit Holmes en se redressant de toute sa hauteur, qu'un intellect détaché de tout principe peut être un instrument puissant et dangereux. Le talent de Caldwell était remarquable, et pourtant, il l'utilisait sans aucune modération de conscience. En observant de tels esprits, nous devons rester vigilants, perspicaces et inflexibles dans notre quête de la vérité. Ainsi, les fils subtils du mobile se sont révélés, tissés dans la trame même des actes que nous avions découverts, et me rappelant, une fois de plus, l'interaction délicate entre l'intelligence, la moralité et les ombres qui se cachent dans les desseins humains les plus méticuleux. Chapitre 12. L'examen silencieux. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Caldwell permirent une période de réflexion méticuleuse, tant pour Scotland Yard que pour Holmes. Le criminel avait été placé en garde à vue, les épines noires cataloguées et préservées, et le cimetière avait retrouvé un semblant d'ordre. Pourtant, Holmes, comme toujours, ne se contentait pas de conclusions superficielles. La vérité ultime de l'affaire ne résidait pas dans la seule arrestation, mais dans l'examen minutieux de la méthode, des schémas et des anomalies subtiles, des petits détails que d'autres auraient pu négliger. Un matin, je trouvais Holmes à son bureau, entouré de fioles de terre, de fragments d'épines noircies et d'un petit assortiment d'outils. Son œil perçant scrutait chaque objet, comparant, notant et recoupant avec un soin méticuleux. « Watson, dit-il sans lever les yeux, c'est dans l'examen discret des détails que l'on découvre l'essence de l'action humaine. L'audace de Caldwell était évidente, son habileté redoutable. Pourtant, ce sont les subtilités, la courbure d'une épine, l'orientation des fragments de terre, l'espacement de la poudre, qui révèlent l'esprit derrière l'acte. Je m'assis en face de lui, intrigué. Cela paraît presque artistique, Holmes, la façon dont chaque détail a été agencé, mais aussi délibérément trompeur, comme vous m'en aviez averti dès le début. Le regard de Holmes croisa le mien, perçant et inflexible. Précisément, on peut admirer le travail artistique sans en cautionner l'intention. Observez ces échantillons, désigna-t-il une rangée de minuscules fioles. Les épines noires ont été traitées chimiquement pour accélérer leur croissance et maintenir leur rigidité. Les connaissances de Caldwell en botanique et en chimie lui ont permis de manipuler l'environnement, créant des motifs visuellement trompeurs et physiquement précis. Chaque fragment, chaque courbure, chaque placement était calculé pour défier l'observateur et dissimuler la vérité ultime. Je me suis penché plus près, remarquant les légères abrasions, mais volontairement, sur un fragment. Et pourtant, ces petits défauts le trahissaient. Holmes hocha la tête. En effet, l'orgueil est une arme à double tranchant, Watson. Même l'esprit le plus méticuleux ne peut s'empêcher de laisser une trace d'erreur humaine. Les défauts sont subtils, presque imperceptibles, et pourtant, ils pointent directement vers Caldwell. Chaque action destinée à dissimuler révélait aussi sa méthode. Après des heures d'études minutieuses, Holmes se leva et s'approcha de la fenêtre, son regard balayant les rues embrumées de Londres. Il est remarquable, Watson, de voir à quel point les apparences nous trompent souvent. La voie évidente, le mobile apparent, les preuves superficielles. Voilà ce que la plupart suivent. Pourtant, la vérité réside dans l'invisible, l'oublié et les observations précises que peu ont la patience de consigner. Ils sont sur d'embriage. Je méditais ces paroles,
repensant aux premiers jours de l'enquête. Le premier suspect, l'indice caché, la tension croissante. Chaque instant avait contribué à un tableau plus vaste. Un tableau où l'intelligence s'opposait à l'audace, l'observation à la tromperie. « Holmes, dis-je après une pause, cette affaire a mis à l'épreuve notre patience et notre sens de l'observation. Mais elle nous enseigne aussi une leçon plus vaste sur la nature humaine. L'orgueil, l'ingéniosité et le désir de maîtriser ces éléments ont guidé Caldwell, tout comme l'observation attentive et la raison nous ont guidés. » Holmes se retourna, l'air pensif mais calme. « Exactement, Watson. On ne résout pas seulement un crime superficiel. On découvre l'interaction entre l'esprit, la méthode et la moralité. Les actes de Caldwell étaient dangereux, mais instructifs. L'étudiant attentif de la nature humaine peut apprendre davantage de sa méthode que de l'acte lui-même. » Alors que le jour déclinait et que les dernières lueurs du soleil disparaissaient derrière le brouillard londonien, j'éprouve un respect renouvelé pour l'approche de Holmes. Patiente, précise et d'une rigueur sans faille. L'affaire du tombeau qui portait des épines, bien que officiellement close, avait laissé une empreinte durable sur l'intellect et la conscience, témoignant de l'interaction complexe et souvent périlleuse entre l'orgueil humain, l'ingéniosité et le pouvoir tranquille de l'observation. Holmes, toujours gardien de la raison, reprit ses notes, les classant et les catégorisant avec un soin méticuleux. Et moi, comme toujours, je notais ses découvertes, relatant les vérités subtiles mais profondes, révélées par un esprit entraîné à voir ce que les autres ne voyaient pas, et à raisonner là où d'autres hésiteraient. Chapitre 13, le dernier, réflexion. Alors, que Londres retrouve peu à peu son rythme habituel, les événements autour de Blackthorn Lane semblaient presque surréalistes avec le recul. La ville poursuivait son agitation quotidienne. Les fiacres roulaient sur les pavés. Les commerçants ouvraient leurs portes et le brouillard persistait paresseusement le long du fleuve. Pourtant, sous le bourdonnement de la vie quotidienne, les leçons du tombeau qui cultivait des épines restaient vivaces dans mon esprit, témoignage de la précision de l'intellect et des subtils dangers de l'orgueil humain. Holmes et moi nous asseyions souvent ensemble dans le calme de Baker Street, relisant nos notes, discutant des méthodes de Caldwell et réfléchissant aux ambiguïtés éthiques qui avaient caractérisé l'affaire. Le talent du criminel était redoutable, son intelligence exigeante et sa ruse évidente à chaque étape. Pourtant, c'était précisément cette combinaison de génie et d'ambiguïté morale qui l'avait rendu vulnérable à la découverte. « Watson, » dit Holmes un soir en remuant distraitement son thé, « la plus grande leçon de cette affaire ne réside pas seulement dans le fait de démasquer le criminel, mais aussi dans la compréhension de la façon dont l'intelligence, lorsqu'elle est détachée de tout principe, peut devenir une force dangereuse. Caldwell était méticuleux, réfléchi et hautement compétent, mais c'est son orgueil et son obsession qui l'ont poussé à dévoiler ses propres méthodes. » J'ai hoché la tête pensivement. Et pourtant, Holmes, on ne peut s'empêcher d'éprouver un certain respect devant l'ingéniosité déployée. Les épines noires, la terre manipulée, le corps retiré, tout cela exécuté avec une telle précision. C'était de l'art sous couvert de criminalité. Les lèvres de Holmes s'incurvèrent légèrement en signe de reconnaissance. En effet, Watson, il y a beaucoup à admirer dans l'intelligence, même mal appliquée. Mais l'admiration ne doit pas obscurcir le jugement. Le danger surgit lorsque le génie est dissocié de la conscience. Dans les jours qui suivirent, je retournai seul au cimetière, remarquant les subtils arrangements que Holmes avait laissés pour une étude plus approfondie. Les tombes, bien que restaurées, semblaient conserver les traces des manipulations méticuleuses, comme si l'intelligence, qui avait orchestré les troubles,
subsistait encore dans le sol. Je marchais parmi les épines noires, désormais soigneusement taillées, et méditais sur les couches d'observation, de diversion et de révélation qui avaient défini l'affaire. « Holmes, lui ai-je demandé un après-midi, vous êtes-vous déjà demandé si nous ne percevons que les contours de ces crimes, tandis que les motivations plus profondes restent cachées ?» Il leva les yeux de l'examen d'un fragment, les yeux brillants d'une rare intensité. Chaque acte criminel est une fenêtre sur la personnalité, Watson. Mais il est vrai que certains éléments resteront à jamais cachés. Notre devoir n'est pas de prétendre à l'omniscience, mais d'interpréter l'observable avec précision, de relier les fils laissés par l'intention et la méthode. Ce faisant, nous éclairons ce qui est caché, même si des ombres subsistent. J'ai alors compris que la fascination de cette affaire ne résidait pas seulement dans le mystère lui-même, mais dans le jeu complexe entre l'intellect et la faillibilité humaine. Caldwell avait été audacieux, certes, mais il avait été poussé par le subtil jeu de l'orgueil, de l'obsession et de l'habileté. Holmes, quant à lui, avait su opposer la ruse au raisonnement, l'audace à l'observation et la patience à la tromperie. La ville a beau dormir plus tranquillement. Watson, dit Holmes d'une voix calme. Elle est pourtant constamment soumise aux impulsions de l'ingéniosité humaine, noble comme néfaste. Notre tâche est de rester vigilant, d'étudier attentivement et d'appliquer la raison là où d'autres ne voient que chaos. En préparant mes notes pour cette réflexion finale, j'éprouvais une profonde admiration pour Holmes, non seulement pour son talent déductif inégalé, mais aussi pour son sens moral inébranlable et sa capacité à explorer les desseins humains les plus complexes avec clarté et patience. Le tombeau aux épines était plus qu'une simple affaire. C'était une leçon d'observation, de raisonnement et d'interaction délicate entre l'intellect, l'orgueil et la conscience. La soirée s'est transformée en une nuit londonienne calme, le brouillard se dessinant légèrement sur les réverbères. Holmes était allongé dans son fauteuil, perdu dans ses pensées, tandis que je reléguais les événements. L'affaire, bien que conclue, a laissé derrière elle un profond sentiment d'émerveillement, rappelant que sous la surface ordinaire de la vie, l'ingéniosité humaine, à la fois vertueuse et périlleuse, demeure omniprésente, façonnant les événements de manière subtile, profonde et parfois dangereuse. Ainsi se clôt le chapitre du tombeau aux épines, un mystère de méthode, de diversion et d'intellect, où l'esprit méticuleux d'un criminel a rencontré l'observation infaillible de Sherlock Holmes, et où la vérité ultime, autrefois cachée dans l'ombre et le sol, a émergé avec clarté, précision et la satisfaction tranquille de la raison triomphante. Chapitre qu'achève la sortie philosophique de Holmes. Les semaines qui suivirent la résolution de l'affaire Caldwell furent marquées par un calme inhabituel à Londres. La ville, avec ses rues sinueuses et ses avenues embrumées, semblait respirer plus sereinement, même si le souvenir des troubles audacieux de Blackthorn Lane subsistait dans les conversations chuchotées de ceux qui avaient eu connaissance des événements. Holmes, toujours en quête de raison, conservait ses habitudes à Baker Street, mais un subtil changement dans son attitude, une réflexion sereine, suggérait que lui-même envisageait les implications plus larges de l'affaire. Par un après-midi particulièrement serein, je trouvais Holmes assis près de la fenêtre, contemplant les réverbères scintillants et le léger brouhaha des piétons. Son violon reposait sur la table intact, et une tasse de thé fumait doucement à ses côtés. Je m'approchai, carnet à la main, impatient de discuter des dernières observations et des leçons durables de l'affaire. « Watson, » dit Holmes doucement, sans lever les yeux, « l'affaire du tombeau aux épines nous rappelle, à bien des égards, que l'intellect et la morale sont étroitement liés.
Un esprit brillant, dénué de toute considération éthique, devient un instrument dangereux. Caldwell possédait un talent extraordinaire, mais c'est son manque de retenue qui a finalement conduit à sa perte. J'ai hoché la tête, réfléchissant à l'audace des actes observés. Les épines manipulées, l'extraction méticuleuse du corps, les multiples détournements qui avaient interpellé la police comme les observateurs. Et pourtant, Holmes, ai-je dit, il y a une élégance indéniable dans sa méthode. C'est presque comme si l'art et la criminalité étaient inextricablement liés. Holmes s'autorisa un léger sourire. De l'art peut-être, Watson, mais c'est un art périlleux, pratiqué au détriment de la conscience. On peut admirer l'ingéniosité, mais il ne faut pas confondre génie et vertu. La véritable compréhension exige à la fois intelligence et discernement moral. Il se leva et se dirigea vers la cheminée où gisaient quelques papiers épars, vestiges de nos notes et observations. La ville continue, inconsciente des ombres qui rôdent dans ses rues, et pourtant c'est notre vigilance qui préserve l'équilibre. L'observation, la déduction et la patience sont les instruments par lesquels nous éclairons l'obscurité. Et si cette ombre particulière a été dissipée, d'autres surgiront inévitablement, exigeant la même rigueur et la même précision. Isidore Dredden, je l'observais, frappé par la gravité tranquille de ses propos. Holmes, toujours analyste, avait non seulement résolu une affaire, mais aussi réfléchi au courant plus large du comportement humain, de la moralité et de l'intellect. Son regard philosophique transformait l'acte criminel en une étude de l'orgueil humain, de l'obsession et des conséquences subtiles d'une connaissance non tempérée par la conscience. « Viens, Watson !» mais dit-il enfin en se tournant vers moi avec sa présence familière et imposante. « Promenons-nous. » Les rues, bien que calmes, fourmillent de schémas qui attendent d'être observés, d'anomalies qui peuvent révéler des vérités cachées. Un détective doit toujours rester vigilant, et un esprit attentif aux détails ne peut jamais complètement se reposer, même après la conclusion d'une affaire. Alors que nous pénétrons dans la fraîche soirée londonienne, les réverbères projetant de longues ombres sur les pavés mouillés, j'éprouve une admiration renouvelée pour la force tranquille de l'intelligence de Holmes. Le tombeau des épines était plus qu'un mystère. C'était un témoignage de l'interaction délicate entre méthode, motivation et considération morale. Il révélait non seulement les capacités d'un esprit criminel, mais aussi l'extraordinaire patience, l'observation et le raisonnement nécessaires pour le contrer. Holmes marchait devant, sa longue silhouette perçant le brouillard, et je le suivais, enregistreur et notes à la main, relatant les événements et les réflexions qu'ils inspiraient. La ville s'étendait devant nous, pleine de secrets et d'ombres, mais dans le dévouement indéfectible de Holmes à la vérité et à la raison, je reconnaissais un principe directeur. L'intellect, discipliné et fondé sur des principes, pouvait éclairer même les recoins les plus sombres de la conception humaine. Ainsi, l'affaire fut conclue, le criminel appréhendé et les mystères de Blackthorn Lane enfin dévoilés. Pourtant, les leçons restèrent, vigilance, raison et la puissance tranquille mais redoutable d'un esprit à l'écoute de l'observation et de la conscience. Dans ce cas, comme dans tous nos autres, Sherlock Holmes garda toujours une longueur d'avance, maître de la déduction et philosophe de la nature humaine, arpentant les rues londoniennes, plongé dans le brouillard, avec la certitude que la vérité, aussi obscure soit-elle, pouvait toujours être discernée par un esprit attentif et patient. Ainsi s'est terminée l'affaire du tombeau, qui a poussé des épines, un cas d'audace, d'intelligence et de réflexion morale, fidèlement consigné dans les chroniques du Dr John H. Watson, et destiné, je l'espère,
a inspiré à la fois prudence et admiration à tous ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe de l'esprit et de la moralité.